Kenny, le bébé qui vient de naître, observe ce monde où il lui faudra essayer de vivre. Deux jours se sont écoulés depuis la naissance, il est temps de revenir au troupeau. C'est la vraie vie qui commence. Kenny passera dans le troupeau quelques semaines avec d'autres nouveau-nés, comme dans une crèche. Bien vite, le lien maternel se dissoudra et le jeune Impala oubliera le miracle de ses premières heures. Au même moment, d'autres bébés sont nés. Une mère cob allaite son enfant. Et l'éléphant qui passe, l'oreille ornée des traces d'un combat ancien, contemple ce spectacle déjà 1000 fois vu. Dans la savane, le cycle de la vie tourne plus vite pour les uns que pour les autres. 3 fois par jour, pendant 5 minutes, la mère lèche le derrière du bébé. De cette manière, elle excite les nerfs de l'anus. Ce comportement stimulera le circuit intestinal et amorcera l'évacuation des excréments. Dans le petit matin, un regard se lève du fond d'un terrier creusé sous une termitière. Un peu plus loin, une autre mère allaite. Elle y prend du plaisir. Pour cette jeune hyène, cependant, le temps n'est pas encore venu d'aller téter à son tour. Le soleil ne chauffe pas assez et la tiédeur du terrier est si confortable. Un importun que son rang hiérarchique autorise à quelques goujateries vient déranger la mère. Le repas du bébé s'interrompt. Il lui faut s'éloigner et retrouver son frère près du terrier familial. Le repas reprendra bientôt, et aussi la vie sociale, sans laquelle, lorsqu'on est hyène, on ne saurait vivre. Un corps à corps, un bouche à bouche, un affrontement simulé, tout est bon entre la mère et ses enfants pour retrouver le contact charnel des origines. Et l'on s'enfonce dans les profondeurs de la terre, où tout a commencé. C'est une journée de confiance qui commence pour chacun. La vie foisonne. Sous le pied de l'autruche, l'herbe est abondante et les autruchons nouveau-nés se figurent que la vie est comme elle. Si verte, si tendre. Les troupeaux de buffles ont été durement éprouvés par la sécheresse qui a précédé les pluies. Le bébé né cette nuit n'a pas connu une gestation harmonieuse. De la pointe de sa corne, la mère tente de le stimuler. Mais le jeune animal reste prostré, fatigué, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien fait de naître. Seul l'oiseau pique-bœuf qui vient juste dans son oreille grignoter un résidu de placenta parvient à distraire l'enfant buffle. Lorsqu'un animal apparaît affaibli, les prédateurs ne sont jamais loin. Une lionne s'avance. Les buffles la contemplent. La lionne n'est pas seule. Les uns et les autres s'observent. Ils s'évaluent. L'union des buffles fait leur force. Groupés et immobiles, la parure de leur corne en avant, ils forment un mur sombre que des lions affaiblis ne pourraient percer sans dommage. Désarroi dans les rangs adverses. Le bébé buffle est assurément vulnérable, mais pour une si petite proie, doit-on risquer de se faire encorner? Une lionne le croit, elle s'avance, et piteuse renonce à son assaut lorsqu'elle entend un cri qui retentit près d'elle.
À leur manière faite de sons et de frottements, les lions se concertent. Là où une lionne a échoué, un autre réussira peut-être. Le bébé buffle ne paie pas de mine et bien que son père près de lui soit puissamment bâti, la lionne se prépare à attaquer. Avec lenteur, avec prudence. Pour le bébé buffle, le salut vient de la mare salée, sous la forme d'un hippopotame mâle nommé Malenko. Les lions s'enfuient. La lionne reste un instant, mais elle sait que Malenko ne déviera pas son chemin d'1 centimètre. Dût-il la piétiner? Sale journée pour les lions. La rivière Mara qui arrose tout le Masai Mara avant de traverser la Tanzanie et de se jeter dans le lac Victoria charrie des eaux abondantes. Au creux du Nance, le peuple des hippopotames a trouvé un port d'attache. Ils ont brouté toute la nuit, engouffrant chacun plus de 100 kilos d'herbe. Leur peau est si sensible à la déshydratation qu'ils passeront toute la journée dans l'eau. Leur morphologie est magnifiquement adaptée à la vie aquatique. Le nez, les yeux et les oreilles sont situés au sommet de la tête, ce qui permet à l'animal d'observer ce qui se passe au-dessus de la surface. Un clapet lui permet d'obturer ses oreilles. Quant au bruit de soufflet qu'il émet, il correspond à sa respiration lorsqu'il sort le nez de l'eau, où il peut rester immergé plus de 5 minutes. Malenko, venant de la mare, se prépare à rejoindre son groupe. Malenko est moins grégaire que les hippopotames ordinaires. C'est un indépendant, un paisible, qui n'aime pas que la foule ou les importuns troublent sa tranquillité. Les combats rituels que se livrent les jeunes mâles du troupeau l'ennuient. Il attendra que les démonstrations de force soient achevées pour se glisser dans l'eau. Avec précaution, Malenko s'avance sur les rochers mouillés. Le calme est revenu. L'eau est fraîche, boueuse à souhait, et l'on s'y plonge avec volupté. 10 cm de graisse sous la peau font de l'hippopotame un animal amphibie qui flotte quand il en a envie et s'enfonce quand il le décide. Un peu plus loin, un crocodile du Nil se hisse pesamment vers l'amont de la rivière. Malenko et lui se rencontreront peut-être de nouveau. Sait-on jamais qui l'on croise dans la savane, ni qui on reverra. Malenko se plonge dans l'eau. Une femelle l'attend. Elle est en période de réceptivité. Normalement, c'est le mâle qui devrait la poursuivre de ses assiduités. Le placide Malenko n'a pas de chance. Elle se précipite sur lui. Il reste de glace. La femelle, très excitée, lui présente son postérieur. Indifférence de Malenko, la délaissée se retourne pour tenter de comprendre. Il s'observe. Humiliée de n'avoir provoqué aucun effet, elle s'énerve et vient vers lui. Une joute s'ensuit.
Normalement, ce ballet nautique fait partie des préliminaires amoureux. Mais Malenko, décidément, n'y tient pas. La femelle ne peut en supporter davantage. Elle abandonne le terrain et rejoint son groupe, en aval. Là, un mâle mieux disposé que Malenko consentira peut-être à prendre soin d'elle. Malenko, lui, aspire à un peu de repos. Il remonte la rivière pour s'isoler. Pendant ce temps, à 5 mètres de hauteur, une girafe observe le monde. Ces taches irrégulières font d'elle une girafe Maasai. Elle porte le nom des hommes qui vivent aux lisières de cette plaine. Elle porte le nom de ce pays. Elle en est la parure et le symbole. Ici aussi, un bébé est né, gardant encore au ventre le dernier vestige des temps utérin. Il restera pendant longtemps inséparable de sa mère. Les groupes de girafes se font et se défont au gré des circonstances et des voyages dans la plaine. Parfois, un jeune mâle nouveau venu vient défier un membre du groupe. Ils s'affrontent alors en un ballet parfois gracieux, parfois violent. Le but est de faire mal, tout en gardant soi-même la tête le plus haut possible. 7 vertèbres seulement pour un si long coup. Mais on emploie à l'émouvoir une force insoupçonnable. Ainsi, petit girafon défiera-t-il ses rivaux plus tard, sorti de l'enfance, quand sa tête se sera portée vers le ciel, encore plus haut. Dans ce groupe, voici Ngaia, la grande girafe à la peau ulcérée de blessures et à la queue coupée. Elle ne semble pas souffrir, pourtant tout son corps, depuis quelques jours, se corrompt, s'abîme. Eczéma ou cancer, dans la savane, le moindre affaiblissement peut devenir fatal. Des oiseaux pique-bœufs font sur son corps leur office de dévastateurs de parasites, de nettoyeurs de blessures. Ils vont débusquer le pus dans la profondeur des plaies, désinfectent, évacuent les croûtes, assainissent, sans trêve. Et Ngaia, qui peut-être leur devra son salut, s'éloigne, dans une nuée d'oiseaux affairés à la soigner. Dans la plaine du Masai Mara, Duma et ses enfants cherchent une proie. Mais les 2 jeunes guépards, encore inexpérimentés, ne savent pas comment combler la faim qui les tenaille.
Quand un guépard avance, c'est un peu de terreur qui marche avec lui. Cette peur, on en ignore souvent les raisons, sauf quand on a vu tuer et dévorer devant soi un congénère. Elle vient du plus profond de cette mémoire des âges disparus qui s'appelle l'instinct. Elle est impérieuse et se traduit en un mot: fuir. Enfin, la chasse commence. Manqué. Le guépard est un sprinter qui s'épuise s'il est fort dur. La proie a su gagner les quelques secondes qu'il lui fallait pour survivre. Pour Douma et ses enfants, ce n'est que partie remise. Mais les proies ont déserté le terrain de chasse. Il faudra donc marcher plus loin. Enfin, après une demi-heure de marche au détour d'une colline, les guépards découvrent ce que c'est que l'abondance. Devant eux pèsent des cobs, des impalas, des gazelles de Thompson. Tel un chien de berger, une jeune gazelle de Thompson mâle rassemble son troupeau vers le centre de son territoire. Sa méthode, le coup de pied. Un coup de pied répétitif, sec et nerveux. En même temps qu'il cherche à les discipliner, ses femelles l'attirent. Il tend sa narine vers leur croupe et hume l'air au-dessus de lui. Et toujours, administre ses coups de pied, qui excitent le harem. Le troupeau s'est enfin regroupé et assagi. Le mâle peut alors s'éloigner quelques instants, le temps de vérifier qu'aucun envahisseur n'a violé les frontières de son territoire. Une journée ordinaire s'écoule. Le soleil brûle. C'est l'heure à laquelle les éléphants recherchent l'ombre des arbres. Ils en profitent pour se nourrir d'écorces et de branches, dévastant des bosquets entiers. Le temps passé sous les arbres est aussi employé à se déparasiter, à se débarrasser des tiques et autres passagers clandestins. Araka, le jeune éléphant, découvre pour la première fois le joli mois de mai. Tout près de sa mère, il explore toujours le monde et emmagasine les connaissances dont il aura besoin toute sa vie. Comment casser une branche, comment vérifier la propreté avant de la manger, comment trouver de l'eau quand la chaleur est si forte. Le seigneur du fleuve, lui, ne craint pas les rayons du soleil. Au contraire, il les recherche. Il les accumule, il en nourrit son corps et son cuir.
C'est ainsi qu'après un long moment, son sang-froid ne le sera plus tout à fait. Un jeune éléphant mâle solitaire se baigne dans les eaux de la rivière. La situation est dangereuse, assurément, mais le crocodile est repu. Il n'interrompra pas la félicité du pachyderme. Chacun à sa mesure, chacun à sa manière, la chaleur est si forte que tous les animaux aspirent à la fraîcheur d'un bon bain. La hyène trouve son bonheur dans une mare boueuse où elle lave sur son corps les traces d'un festin. Mais l'eau amollit les réflexes et quelques prédateurs pourraient se trouver attirés par les plaisirs que l'on a soi-même recherchés. Que l'on soit éléphant ou hyène, il est temps de s'éloigner, d'affronter encore la brûlure de mai. Si posé sur sa berge comme une souche, le crocodile demeure inoffensif, c'est qu'entre-temps il a découvert le cadavre d'un hippopotame mâle qui se nommait Malenko. Le garde-manger désormais bien garni à proximité du grand saurien. La chaleur amollit les uns et excite les autres. Deux jeunes éléphants mâles se sont rencontrés. Par son âge, sa stature et sa maîtrise de lui-même, celui de droite est l'animal dominant. L'éléphant de gauche a décidé de le défier. Le rituel n'est que rarement mortel. Il s'agit plutôt ici pour l'éléphant de droite de réaffirmer sa domination en gardant de la hauteur, dans le sens propre du terme. Lors d'un tel combat, celui qui aura gardé la tête et les défenses le plus haut possible l'emportera. Chacun des adversaires utilise donc sa trompe et ses défenses pour obliger l'autre à abaisser sa garde. De ce combat-là, l'animal dominant sortira renforcé dans sa suprématie. Et son adversaire devra attendre un jour meilleur. Dans la région que l'on nomme Talek règnent deux guépards mâles. Ils sont frères. Ils se préparent à la chasse en s'offrant un sommeil réparateur sous un nid de tisserins. Les oiseaux s'activent, artisans inlassables et méticuleux. En quelques heures, le nid sera construit et prêt à recevoir les œufs. Les pépillements des oiseaux ne gênent guère les princes de Talek. Pourtant, les heures les plus chaudes, consacrées au sommeil, sont passées. On s'étire, on se roule sur le sol. Autant de prémices au réveil, à la chasse, et peut-être au banquet. Les gnous sont les fantassins de la savane. Ils contribuent largement à la chaîne alimentaire des grands prédateurs africains. En cette saison, la grande majorité des gnous se trouve du côté tanzanien, dans la plaine de Serengeti.
Ils reviendront au Kenya dans 2 mois, lors de la migration la plus spectaculaire du monde. Mais quelques individus sont restés à Masai Mara. Les guépards de Talek ont repéré les gnous. L'un d'eux s'élance, faisant fuir le troupeau. La suite se déroule dans une grande confusion. Le premier guépard hésite sur le choix de sa proie, change de direction, perd son souffle. Le deuxième guépard vient lui prêter main forte, mais trop tard. Les gnous se sont enfuis. Dans la panique, le troupeau de gnous fait malencontreusement demi-tour, revenant vers 2 lionnes qui se joignent à la chasse. Les gnous s'éloignent dans une autre direction. C'est alors qu'alertés par tant d'agitation, des hyènes se précipitent. Le sabot des gnous peut frapper fort. L'une des hyènes ne s'en sortira pas sans une côte cassée. Ici va alors commencer une extraordinaire histoire de courage et de solidarité. L'un des guépards s'élance vers les gnous, animaux réputés lâches et stupides. Il néglige une première proie, puis une deuxième. Finalement, il choisit le gnou le plus courageux que l'on ait peut-être jamais connu dans la savane. Le gnou se débat et refuse de mourir. La tâche du guépard est si compliquée que son frère se porte à son secours. Alors, situation exceptionnelle, un deuxième gnou vient défendre son propre congénère et parvient, le temps d'un dernier sursaut d'espoir, à le libérer. Mais les guépards de Talek sont des tueurs expérimentés qui ne laisseront pas leur proie s'enfuir. Incroyable corps à corps, le destin du gnou est consommé. À travers la plaine, une girafe mâle a longtemps cherché une femelle, en état de l'accueillir avec bienveillance. Aujourd'hui, il croit l'avoir trouvée. Il connaît l'odeur de son urine et pense y avoir détecté les signes qui identifient la girafe en attente. Il se livre à une parade amoureuse qui consiste à la suivre interminablement. Et puis à se livrer à une longue marche flanc contre flanc, coup contre coup. La femelle ne le repousse pas. Enfin, le mâle se met en état de la satisfaire. Mais la femelle n'est pas aussi enthousiaste qu'on aurait pu le croire. Il faut prolonger les préliminaires. Malgré tous ses efforts, le grand mâle sera bien déçu et devra chercher ailleurs une femelle mieux disposée à son égard. Chaque jour, les lourds nuages chargés d'eau viennent rappeler que s'il ne pleut pas en permanence, ce n'en est pas moins la saison des pluies. Alors dans le fracas du ciel qui gronde, les animaux de la grande plaine se préparent à 2 heures de trombe. À 2 heures de bonheur immobile.
Temba et sa famille, cette pluie est une véritable bénédiction. Les éléphants profitent de cette eau pour s'offrir des bains de boue sans précédent. L'un des 2 guépards de Talek a perdu son frère sous les trompes d'eau. Ils se retrouveront bientôt. Asséchée si longtemps, la terre se gorge d'eau, comme s'il lui fallait tout avaler de peur que la sécheresse ne revienne. Les animaux reviennent peu à peu à leurs occupations habituelles, sachant que l'eau fera encore davantage éclore la vie tout autour d'eux. La rivière enfle, déborde, devient tumulte et bouillonnement. Sous la pluie qui libère erre le discret léopard, que l'on devrait l'appeler panthère. Ici au Masai Mara, le léopard ne se montre que rarement. Il est probablement le plus secret, le plus effarouché des animaux de la savane kenyane. Il repartira comme il est arrivé, en glissant sur l'herbe, comme un fantôme. Autour d'une carcasse de buffle s'est regroupé le clan des lions, celui à qui appartiennent Simba et ses enfants. Simba, la lionne courageuse qui lutte pour survivre malgré sa patte brisée. Aujourd'hui, un lion s'est fait arracher la peau du flanc dans un combat contre un mâle d'un clan adverse. Il en est resté affaibli. Il lui faudra regarder manger les autres lions avant de se risquer à passer à table. Au festin nocturne participent tous les membres du clan. Chacun se nourrit dans le respect des hiérarchies et des priorités, selon sa faim et selon son rang. Et même à celui qui reste à l'écart, un lion ira offrir un frottement de son corps comme pour lui dire « Tu es malade, blessé, humilié, mais tu restes des nôtres ». Alors l'animal blessé contemplera sa famille en léchant ses plaies. Il verra ses frères et ses cousins rugir, s'ébattre, et arracher à la carcasse qui gît en même temps que chaque bout de viande un morceau de vie en plus. Mais Simba la lionne, elle a perdu sa belle apparence des jours anciens. Son flanc est creux, sa patte cassée ne guérit pas, et Simba ne parvient plus à la carcasse qu'épuisée. Bien que les autres lions lui laissent libre accès, elle n'a plus la force de prélever assez de viande pour se nourrir,
et continuer d'allaiter ses enfants. Alors elle aussi, parfois, se prend à se contenter de regarder les autres faire ripaille. Lorsque le jour se lève, des fleurs sont là que le jour d'avant n'avait pas su faire éclore. La plaine est encore plus verte, encore plus tendre, sous le nouveau soleil. Chez les babouins, au sommet de cet escarpement, la journée commencera comme il se doit, par un épouillage mutuel et général. Les règles sont strictes. L'inférieur épouille le supérieur, qui ensuite seulement condescendra à épouiller son vassal. De même, le jeune épouille le vieux. La femelle épouille le mâle. Les choses doivent se faire dans l'ordre, sans transgression. Ensuite seulement viendra le temps des jeux et des luttes. Le temps de s'aguerrir et de se préparer à la vie. L'occasion aussi d'inculquer aux plus jeunes le sens et la valeur des hiérarchies. Chez les babouins, tout le monde s'arrache le bébé qui vient de naître. En effet, sa présence permet d'attirer l'attention du mâle qu'on veut séduire. Ou de faire appel à la compassion d'un dominant trop agressif, en l'obligeant à dévier ses coups. Chez l'éléphant mâle, l'excitation sexuelle ne saurait passer inaperçue. Le pénis en érection pèse en moyenne 27 kg.
L'animal a repéré une femelle réceptive. Il l'a reconnue à sa tête bien levée, à ses yeux grands ouverts et à sa tendance à s'écarter du groupe. L'accouplement dure rarement plus de 45 secondes. Il est parfois accompagné de gémissements ou de barrissements. Aussitôt la cérémonie achevée, la femelle s'enfuit. Mais le mâle n'a pas eu de chance. La femelle inexpérimentée n'a pas su adopter la position convenable ni retenir le pénis prisonnier dans le vagin. L'éléphant ira donc chercher plus de satisfaction ailleurs. Probablement sans succès, car le groupe compte beaucoup de jeunes femelles d'une dizaine d'années qui arrivent à peine au stade de la maturité sexuelle. La terre d'abondance qu'ont traversé les guépards de Talek était le territoire de Douma, la guéparde. Les deux mâles l'ont croisée et faite prisonnière. À sa droite et à sa gauche, il la surveille et l'empêche de s'enfuir. La guéparde n'est pas sexuellement réceptive, mais les mâles de Talek sont déterminés à la retenir, jusqu'à ce qu'elle le soit. Pour l'instant, Douma n'a pas d'autre possibilité que de mimer la soumission. Elle se roule sur le dos plusieurs fois afin d'endormir la méfiance de ses geôliers. Mais à aucun moment la vigilance des deux mâles ne se relâche. Alors Douma tente une sortie par la force. Et échoue. Plus tard, elle tente de grignoter le terrain, adopte la posture nonchalante du badaud qui observe le paysage et avance de plus en plus. Les guépards se rapprochent et ils continuent d'encadrer Douma. Douma n'a aucune possibilité de s'enfuir. Elle se retourne, vérifie la position des guépards qui restent impassibles. Douma ne s'avoue pas vaincu. Une dernière tentative. Mais les guépards lui ôtent tout espoir. Douma simule de nouveau la soumission. Les deux mâles de Talek poussent Douma vers le fourré où elle devra rester jusqu'à ce qu'il leur plaise de la libérer. Douma est bel et bien prisonnière. Et ses deux enfants sont seuls quelque part dans la savane, sans doute à sa recherche alors qu'ils savent à peine chasser. Peu à peu, sur la peau de Ngaya, la grande girafe, les plaies et les croûtes se multiplient.
Les oiseaux sur son dos ne suffisent plus à calmer les démangeaisons. Pourtant, c'est tout son corps qu'il recouvre à présent. Gaïa se comporte comme à l'accoutumée, ne se doute pas que peut-être sa maladie s'aggrave. Pourtant, à la commissure de ses lèvres s'écoule à présent un mince filet de bave. Gaïa la girafe et Simba la lionne survivront-elles au mal qui les ronge? Douma la guéparde parviendra-t-elle à s'évader et à retrouver ses enfants? Qui vivra et qui mourra? Une question simple. Dans cette savane d'Afrique, au cœur du mois de mai, la seule question qui vaille.